Bonjour Yann, Bonjour Olivier. je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, pour me présenter, je suis donc Yann, 40 ans, j'habite à Lyon depuis 15 ans. Je suis hypnothérapeute, thérapeute de manière plus générale, coaching également, professeur de chant et voilà, enfin je touche à tout ce qui est domaine du bien-être dans mes activités. Voilà. Comment tu as entendu parler du Vipassana? Alors, le Vipassana, j'en ai entendu parler lorsque je voyageais en Birmanie. Et c'est en arrivant dans une région de Birmanie, plus ou moins dans le sud, que mon patron d'hôtel, qui s'est avéré être un adepte à 300% du Vipassana dans sa vie personnelle, a commencé à m'en parler. Il m'a dit tu restes combien de temps en Birmanie, tu restes combien de temps ici, tu sais il y a le plus grand centre de méditation au monde qui est à côté. Alors je trouvais ça curieux, je trouvais ça intéressant aussi. Voilà, et là il a commencé à m'expliquer en fait à chaque retour on va dire de promenade touristique durant mon séjour dans son hôtel. Le soir il me faisait un petit cours de Vipassana personnalisé quoi, avec en plus la petite culture birmane, les croyances birmanes, la religion birmane, bon, associée au bouddhisme, hein, mais voilà, il y avait tout le folklore qui allait avec. Et finalement, j'ai eu l'opportunité, le dernier jour quasiment de mon séjour là-bas, de visiter le centre Vipassana birman, et qui était incroyable parce que c'est une forêt. Voilà, c'est une forêt. Et il faut à peu près une demi-heure en traversant la forêt pour accéder au centre qui est en plein milieu de la forêt, à côté d'une cascade et d'une rivière, avec des petits camadans en bois pour les moines bouddhistes qui résident là-bas définitivement, et le centre en lui-même qui est magnifique. Voilà quoi. Donc j'en ai entendu parler comme ça. Ce qui est un peu dur à croire, c'est lorsqu'il m'expliquait que c'était gratuit et qu'on pouvait rester 10 jours, enfin qu'il fallait rester 10 jours. Mais voilà, c'était gratuit, qu'on était hébergé, nourri, et que la seule chose qui était demandée, c'était de juste travailler sur soi, s'écouter simplement. Et c'était le deal. Donc loger, nourri en échange de prendre soin de soi et de s'écouter. Je trouvais ça drôle. Et donc voilà, j'ai vu après qu'en fait il y avait des centres à travers plus ou moins tous les pays occidentaux ou western on va dire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Je pense que c'est déjà par curiosité quoi. J'ai ce tempérament toujours ce tempérament de tester des trucs qui me paraissent toujours un peu extrêmes ou vraiment marginaux. Donc là de s'isoler 10 jours sans parler, sans contact d'une quelconque manière avec l'autre, et sans lire, sans écouter de musique, rien du tout, juste dormir. Curiosité pure, ou tu sentais ce que ça pouvait t'apporter? Honnêtement, je pense que à ce degré-là, ou alors peut-être que ma passion de l'extrême ou de ce qui pourrait paraître de l'extrême était plus fort que le reste, donc peut-être à supplanter ce qui pouvait résonner en moi en dessous. Mais quelque part, effectivement, je me suis dit ça doit être super intéressant, ça doit apporter des choses, clairement. Mais c'est vrai que je me suis pas non plus trop posé de questions. Il y avait déjà le plaisir de s'isoler 10 jours comme ça, à méditer, qui me paraissait fascinant. Et du coup, pas d'appréhension particulière? Si, j'ai une appréhension sur le fait, parce que vraiment personne m'en avait parlé à part ce birman, gérant de l'hôtel, propriétaire de l'hôtel en Birmanie, et je n'avais rencontré personne qui avait fait de retraite ou de séjour Vipassana, donc je savais vraiment pas dans quoi je m'engageais. Enfin voilà, c'était Vipassana, 10 jours, isolé dans la nature profonde, plus ou moins. Et donc je me demandais vraiment ce que ça pouvait être et où était le piège en fait. Je me suis vraiment demandé où était le piège, parce que ça me paraissait quand même exagéré d'héberger, de nourrir des gens
comme ça. Ouais, c'est louche, c'est ce qui se fait poser la question de la secte. Ouais, voilà, je me suis vraiment posé la question, quoi. Ouais. Et c'est, voilà, enfin, je pense que jusqu'au premier, deuxième, troisième jour, même durant le séjour, j'étais aux aguets de percevoir où était l'arnaque, je dirais même jusqu'au bout, j'ai essayé de guetter l'arnaque, quoi. Mais il y en avait pas, quoi. Enfin, si, de prendre soin de soi, quoi. Ouais, ce qui est Voilà, suffisamment différent. c'est la bonne arnaque. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton séjour là-bas? Ouais, bien sûr. Mais bon, déjà pour faire le point de manière plus générale, j'ai fait 3 séjours depuis. J'en ai fait. Mon premier a été en Suisse, mon deuxième en France et mon troisième en Espagne. Le premier en Suisse, je pense que c'est celui dont je vais le plus parler rapidement, mais bon, j'avais choisi la Suisse connaissant aussi la qualité de vie. L'état d'esprit, je pense que c'était peut-être le spot où je pouvais me sentir le plus à l'aise par rapport à voilà, m'isoler 10 jours dans quelque chose que je connais pas. Donc voilà, après, je t'avoue que j'étais excité en fait. J'étais vraiment. Quand je suis arrivé au centre lors des inscriptions, j'étais vraiment curieux de voir ce que ça allait donner, un peu comme. Enfin, moi qui aime bien sauter en parachute, il y avait un peu cette excitation de sauter dans un truc qu'on connaît pas, on sait pas comment ça va finir, et voilà, on va traverser un tunnel où je sais pas ce que ça va être, mais ça va être intense. Donc voilà, c'était assez stimulant. Et puis voilà, c'est vrai que sur ces 3 retraites, voilà, il y a cette notion de 10 jours. Où j'avais un peu d'appréhension sur les repas, je suis assez gourmand, donc voilà, manger, faire 2 petits déjeuners et un petit fruit vers 16h pour la première retraite ou le premier séjour et pas les autres, ça me faisait un peu peur, mais finalement ça se fait bien. Et en fait, finalement, j'ai très vite retrouvé mes repères, en fait. Ouais, ça allait. Donc voilà, 10 jours sans parler, sans rien faire. Je pense que la première retraite, peut-être au 4e, 5e jour, c'était plus fort que moi. Je commençais à me surprendre à parler pour dire merci lorsqu'on me tenait la porte, des choses comme ça. Mais voilà. Mais autrement, ouais, c'était 10 jours, très intéressant. Voilà, on va dire techniquement, ouais, je pourrais pas te développer comme ça, mais voilà. Ok. Au niveau de l'encadrement, qu'est-ce que tu en as pensé? Bienveillant. Le fait que tout le monde soit bénévole là-dedans, je trouve que déjà ça mettait un peu tout le monde, malgré les rôles, ça mettait un peu tout le monde au même niveau. On est là, pour soi et pour partager d'une manière ou d'une autre avec les autres, donc je trouvais ça cool. Et effectivement, l'encadrement, d'avoir des personnes qui surveillent si ça se passe bien ou pas, à qui on peut parler si on en a besoin, si on a des questions, d'avoir une personne qui est là à écouter et à prendre le temps de nous répondre. Je trouve ça très bien en fait. Donc ouais, bon encadrement. Ok. Quels sont les effets que tu as constatés pendant ou post-Vipassana? Comme je disais juste avant, je pense que la première retraite était la plus forte pour moi, dans le sens où tu vois, j'ai ce caractère de challenge, toujours associé au sport extrême, aux aventures un peu extrêmes. J'ai abordé vraiment le Vipassana en mode challenge, je dois rester assis en tailleur par terre avec le moins de confort possible. Donc mission accomplie, c'était... je pense que c'était très très douloureux et j'ai atteint un stade où même j'ai failli vomir de douleur, tellement je me suis poussé à l'extrême, quoi. J'en frotte encore mon genou en repensant à cette période. C'était très très fort, mais dans le sens où j'ai découvert qu'en fait, quand j'avais mal dans mon corps, juste en me concentrant sur ma douleur, ou en m'écoutant finalement vraiment de tout mon cœur, en fait, quelque part, la douleur, en tout cas pour moi, se dissipait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au bout du 4e, 5e, peut-être un peu plus tard, 4e, 5e jour, un peu plus tard, où vraiment, il y a des douleurs à force de rester assis sans bouger, on a l'impression d'avoir des vis et des clous de partout dans le corps.
Et en fait, de s'amuser un peu comme avoir un petit pistolet, tu tires sur les douleurs et tu vois, avec sa concentration, et ça dissolvait les douleurs les unes après les autres. Et ça faisait un peu comme un jeu où t'as les trucs qui sortent, où tu dois taper avec un marteau et t'as les têtes qui ressortent. Non, tu vois quoi. Ok, Si, si, ok, tu vois. Donc, non, mais c'est assez perturbant pour un monde rationnel. Ouais. Mais je l'ai abordé comme j'étais. Hein. C'était le challenge, c'était conquérir quelque chose aussi. Et puis en fait, c'est vrai que donc après, durant ce premier séjour, qui a été très fort pour moi, plus que les autres, parce que vraiment c'était une nouveauté. Je pense que c'était la moitié du séjour. Je me suis réveillé un matin et moi qui suis passionné, qui suis assez passionné, hyperactif, envie de plein de choses, tout d'un coup je me suis réveillé avec plus aucune envie, plus aucune passion quoi. Et, ça m'a fait vraiment très bizarre, c'est de réaliser que tout d'un coup j'avais plus rien qui m'animait en fait. Enfin j'avais vraiment, on m'a enlevé mon essence première de vivre, c'est être passionné et se satisfaire de passion dans une vie, et j'avais plus rien, j'avais envie de plus rien m'intéressait. Et tu vois, à ce moment-là, j'avais même l'impression que en fait, je pouvais rester finalement définitivement là-bas, dans ce centre, et un peu comme si finalement plus rien comptait à part juste se poser quoi. Mais comment tu l'as vécu justement à ton réveil, plus de passion? Est-ce que c'était un drame? Est-ce que c'était changement de... Bon, je suis qui alors du coup C'était tout d'un coup, merde, j'ai plus de raison de vivre en fait. Enfin, c'était les seuls trucs qui me faisaient avoir le sourire, ou c'était les trucs qui me donnaient le sourire dans ma journée, de chaque jour dans mon quotidien. Et là, tout d'un coup, on m'a enlevé c'est comme si on m'a enlevé les couleurs de ma vision, hein, et que je voyais tout en noir et blanc. Et tout d'un coup, ok, voilà, enfin, dépouillé de ses envies, de ses désirs, et d'être quelque part à nu, de devoir se contenter de soi-même aussi. Et ça, c'était un peu désespérant en fait de se contenter. Donc voilà, ça m'a habité pendant plusieurs jours, et j'ai appris à cohabiter avec quelque part cette suffisance. Moi-même me suffis à moi-même, et pas besoin de creuser plus loin. Enfin voilà, je suis là, je pourrais, qu'importe le lendemain, je pourrais rester là, peut-être même jusqu'à la mort, allez, pourquoi pas. Enfin, j'étais vraiment ça m'a plongé un peu dans ce truc-là, mais pas méchamment, pas dramatiquement, juste on peut être là comme ça, sans avoir à réfléchir en fait, sans avoir à réfléchir. Mais à côté de ça, il y a eu autre chose par contre qui s'est animée, et je trouve ça merveilleux quelque part. C'est que ma vision, l'acuité de ma vision s'est développée. Et c'est vraiment arrivé en plein milieu de l'après-midi, à une pause d'après une heure bien intensive. En fait, je me suis baladé dans la nature, parce que tous les centres Vipassana sont dans des lieux naturels, et avec de la forêt, ou bien boisé. Et en fait, là, j'étais surpris de voir, mais peut-être 5 fois plus dans le détail, la moindre feuille, le moindre rayon de soleil. En fait, tout d'un coup, en échange de plus de passion, j'étais émerveillé de tout ce que je pouvais voir dans le détail. J'ai l'impression de voir chaque petite nervure, micro-nervure de feuilles ou de fleurs. T'expliquerais ça comment? C'est plus de présence, plus à l'écoute, de sensibilité. Carrément, ouais. Plus à l'écoute, mais visuellement, tu vois, c'est quelque chose à laquelle j'aurais pas pensé. Tu vois, on peut être à l'écoute intellectuellement, émotionnellement, sensoriellement de manière plus générale, mais plus à l'écoute visuellement, ça me paraissait... c'était quelque chose dont je n'étais pas conscient avant. Et là, tout d'un coup, d'être dans une observation aussi profonde des choses, ça m'a plongé dans un peu un côté enfantin de l'émerveillement, quoi, en fait. Ouais, ça. Mais sans que ça soit trop émotionnel, quoi. C'était vraiment le... Waouh, tu vois, on peut aller plus loin que ce qu'on voit en regardant encore plus loin, quoi. Enfin voilà, le trip, quoi. Ok. Donc voilà, quoi, si je peux résumer un peu les effets que j'ai pu avoir au cours de ce premier séjour. Alors justement, tu parles d'une de tes expériences. Ouais.
est-ce que tu as des meilleures expériences de tous tes cours Oui, on va citer ouais, non, c'est bien celle-là, quoi. C'est vraiment la première, c'est de waouh, en fait je peux non seulement éteindre une douleur, mais c'est pas l'éteindre, c'est juste tellement la ressentir et la comprendre. En fait, finalement, faire corps avec son propre organisme pour réguler, en fait, jusqu'à ce que la douleur se dissolve. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas personnellement. J'ai l'impression qu'en me concentrant sur une douleur dans mon corps, je convergeais avec mon corps pour réguler et finalement dissoudre cette douleur qui pouvait être liée à l'inconfort de la position, comme une douleur plus émotionnelle ou autre. Mais ouais, c'est vraiment les deux expériences qui m'ont le plus touché et qui m'ont le plus émerveillé, quoi. Ouais. Ok. Et ta pire expérience? En fait, je pense que la pire, c'était bizarrement, tu vois, j'en parle quand même comme une belle anecdote, mais c'est d'aller dans la douleur jusqu'à avoir envie de vomir. C'était horrible, quoi, mais bon, après voilà, c'est mon côté maso un peu qui qui était satisfait. C'était d'être fasciné par l'extrême de la chose quelque part, et donc ouais, je pense que c'était vraiment le plus dur, mais finalement j'ai même eu l'impression de le sublimer en quelque chose d'intéressant et de positif, quoi. Ça fait partie de l'exercice. Ouais. Comment tu t'es senti après le Vipassana? Pour rester encore une fois sur cette première retraite, en sachant que la deuxième et la troisième ont été très enrichissantes en même temps aussi. Voilà, enfin, ça a été. Il y a eu des thèmes qui se sont révélés pour chacun de ces séjours. Mais quand même, après cette première retraite, ce qui m'a vraiment marqué en sortant de là, c'est que j'étais impassible, quoi. J'étais d'une paix intérieure qui était en même temps, j'étais choqué parce que je me reconnaissais pas d'une certaine manière, tellement j'étais vraiment un rocher dans la rivière que rien n'atteignait. En fait, j'étais quelque part intouchable, mais tout en étant moi, tout en étant vivant, hein. C'était pas comme si j'étais dénué de sensations et de présence dans ma vie, mais au contraire, j'étais vraiment présent dans ma vie. Mais par contre, rien ne m'affectait négativement principalement. Et c'est vrai que des fois dans la rue, j'ai pu avoir des événements qui auraient pu être sujets à l'altercation, parce qu'une personne, en fait, pour faire quand même la parenthèse, c'est qu'en fait, après cette retraite, quand je marchais dans la rue, je remarquais qu'il y avait des gens qui, alors c'est peut-être moi qui focalisais dessus, hein, mais ils convergeaient sur ma trajectoire, et ça arrivait mais une tonne de fois où certains types de personnes, femmes ou hommes, qu'importe, de tout style, hein, mais vraiment pas dans une bonne intention. Tu sens que c'est des gens qui sont pas bien lunés, arrivent sur ma trajectoire, hein, font un détour, font une courbe et vont vraiment passer devant pour ralentir alors que je suis une bonne ligne droite à travers un boulevard, et je sais pas, c'était assez bizarre, et malgré ça je ressentais quelque part une forme d'agressivité, mais en même temps j'avais une forme de sérénité qui me rendait complètement distant de ce genre de comportement, parmi tant d'autres, hein, des gens qui font des commentaires ou qui cherchent un peu l'embrouille, et d'être de passer au travers, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment touché après ce premier séjour, c'est d'être aussi fluide et aussi serein. Du coup, tu dirais que c'est thérapeutique? En tant que thérapeute, je dirais oui. À mes yeux, bon, après voilà, il faut définir aussi ce que c'est que thérapeutique. Ma définition de thérapeutique, c'est être mieux dans sa vie, en fait, au sens large,
Et en tant que prof de chant, je considère que le chant peut être une thérapie, comme vivre peut être une thérapie, manger peut être une thérapie. En fait, à partir du moment où c'est adéquat, à partir du moment où c'est en harmonie par rapport à soi-même, ça peut être une thérapie. Et donc le Vipassana peut être vraiment une thérapie, clairement, pour une personne qui recherche à aller mieux dans sa vie, clairement, ouais. Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Alors, si je pense à moi, non, ça l'était pas. Après, j'ai eu des retours quand même où effectivement il y a des gens qui ont pu avoir des bouffées délirantes, se prendre pour des êtres spirites ou des messies. Enfin ouais, ça peut toucher effectivement pour certaines personnes à des états particuliers qui peuvent être assez fous, hein. Que ce soit en positif comme en négatif, hein. On m'a raconté des histoires hyper négatives où la personne vraiment vivait un cauchemar total et même si elles sont restées jusqu'au bout, c'était vraiment une menace pour elles sur ces 10 jours. D'autres personnes, c'était vraiment une sensation d'être divin et d'être au-dessus de tout. Ça pourrait être considéré comme dangereux si les personnes restent bloquées là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai plus l'impression que ça peut faire partie du processus pour après revenir à soi et réaliser aussi qu'on peut avoir cette part de ça en nous-mêmes, hein, en bien comme en mal, et de l'intégrer, même si c'était de manière assez violente, de l'intégrer. Enfin voilà, c'est une théorie, hein, mais voilà, ça peut être à réfléchir, à prendre en considération en tout cas. Ouais. Secte ou pas secte? Franchement, au début, j'y allais avec beaucoup de recul. Vraiment, ne sachant pas du tout ce que c'était. En plus, voilà, enfin, il y a les cours tous les soirs, hein, il y a des enseignements tous les soirs. Honnêtement, la première fois, on peut l'écouter dans sa langue natale, donc moi je l'écoutais en français. Et franchement, la traduction en français des cours, il y a un côté sermon de prêtre chrétien qui est incapable de rigoler ou de sourire dans sa vie. La voix est très propre. Ah ouais, ça fait vraiment discours d'homme parfait là. Donc ça m'a bloqué. J'avoue que la version française franchement m'a bloqué même sur la compréhension du cours. Après sur la deuxième et troisième retraite, là c'était en anglais et en fait ça n'a rien à voir parce qu'en fait on va dire le vrai instructeur, on va dire qui était Goenka, qui est mort depuis, a en fait dans tout son discours a une multitude de degrés de compréhension avec mais toujours une couche d'humour, toujours une couche de second degré qui voilà en fait qui donne toujours envie de sourire ou de rire tout en comprenant et en aimant ce qui peut être dit, quoi. Oui, il y a un côté très gamin dans le sens il se marre, il s'amuse. Ouais, bah oui parce que en fait voilà, c'est la théorie, quoi. Mais la pratique derrière, même je pense même pour lui, la pratique voilà, c'est la théorie est toujours une bonne blague par rapport à la pratique et voilà. Après je dirais franchement s'il y a un truc qui m'a fait tiquer dans cette histoire là, enfin dans mes expériences du Vipassana, c'est qu'en fait en tant que hypnothérapeute, j'ai pas pu en fait on m'a demandé si je continuais à être hypnothérapeute pour la deuxième retraite et j'ai dit honnêtement que oui. Et enfin voilà, la personne chargée d'accepter la personne ou pas dans les cours m'a dit qu'en fait elle ne pouvait pas m'accepter parce que j'étais hypnothérapeute, quoi. Et ça m'a quand même mis en colère parce que c'est censé être quelque chose de laïque, c'est censé être ouvert et laïque et tolérant. Et là, pourquoi hypnothérapeute alors que je pourrais être un soldat, un mercenaire, un banquier, j'en sais rien, quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup plus de scrupules, hein, et en tant qu'hypnothérapeute, non. Et ça m'a bloqué, hein. Mais voilà, j'ai menti. Parce que je trouve que
voilà, c'est pas dans le discours c'est pas dans le discours de Goenka, donc cette personne qui donne les cours, mais peut-être que c'est une interprétation maintenant de certaines personnes au sein de l'organisme. Donc voilà, j'ai menti sur mon travail, voilà, donc j'ai pu faire mes retraites. Et j'ai pu poser la question auprès d'assistants du cours, ceux qui répondent aux questions si on en a besoin. Et j'ai demandé une explication de pourquoi. J'ai été honnête, je dis en fait je suis hypnothérapeute. Pourquoi on m'a dit que j'avais pas le droit? Et cette personne-là, elle-même ne sait pas pourquoi. En fait, ce prof, cet instructeur ne savait même pas pourquoi. Il expliquait que peut-être si on se mettait plus assidûment dans ce domaine-là de la pratique du Vipassana, en tant qu'instructeur, peut-être qu'on peut en parler, mais que lui-même ne comprend pas trop pourquoi j'ai eu cette réponse aussi fermée de cette personne qui gère les acceptations ou pas des méditants, quoi. Donc voilà, je dirais secte, non, mais bon, voilà, il y a ce petit coup de gueule pour ce qui arrive souvent, des interprétations, des déformations, bon, là qui sont superficielles quand même, donc ça va, mais bon, c'est frustrant, quoi. C'est dommage. Mais bon, je recommande quand même. Bien sûr, je recommande. Et bien sûr, toute manière de se découvrir, toute manière de s'aimer, de se découvrir, de s'accepter est bonne. Après, évidemment, il faut écouter avant tout son intuition, son instinct profond, et tout se passe bien à ce moment-là. Et alors pourquoi témoigner? Pourquoi organiser ces témoignages? Pour partager. En fait, j'en avais marre de voir des vidéos sur YouTube là, ou des forums sur les choses, sur du spectaculaire. Ça me saoulait de voir surtout du spectaculaire pour une personne le plus dramatique qu'on puisse entendre à travers ces témoignages, ou le plus incroyable. J'avais plutôt envie de mettre en avant les vraies personnes, les vrais gens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire ceux qui ont... c'est ni blanc ni noir, c'est eux sous toutes leurs formes, en yin et yang. Donc j'avais envie de faire entendre la voix des personnes qui n'ont pas obligatoirement envie de s'exprimer, mais qui sont open au partage, en fait. Voilà. D'accord. Bon, tu l'as dit plusieurs fois. Oui. Tu le recommandes? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme titre à ton expérience? Ah, téléphone. Alors je vais répondre quand même. Comme titre à mon expérience, intense. Ok. Merci, désolé. Merci à toi, pas de soucis. Tu peux appuyer sur le bouton là.